C'est parti. Amour. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours sur la psychologie des organisations, sauf que c'est la dernière concernant la psychologie des organisations. Aujourd'hui, je vais vous parler du leadership, qui est du coup mon dernier chapitre. Donc en premier, qu'est-ce que c'est le leadership en fait ? Il y a beaucoup de définitions et de conceptions différentes pour dire qu'est-ce que c'est le leadership. Mais allez, dans ce que moi je vois, le leadership, c'est une influence sociale dans un environnement organisationnel dont les effets sont pertinents pour ou ont un impact sur l'atteinte des objectifs organisationnels. Donc en clair, le leadership a un impact sur l'attitude des employés. Des fois, on emploie aussi le mot management, mais il y a quelque chose de différent entre un leadership et un management. En fait, le leadership, il prend une place dans l'organisation où certaines personnes ont plus d'autorité que d'autres. Les leaders, en fait, sont souvent les managers ou les supérieurs hiérarchiques. Le leadership, c'est le style de management du leader. C'est donc la manière dont le leader va influencer ses collaborateurs. On pourrait se demander si tous les managers exercent du coup un leadership. Il y a Mintzberg qui décrit le job de manager en 10 rôles. En premier, on a le rôle décisionnel, qui consiste en le fait d'atteindre des objectifs. Dedans, on peut mettre ce qu'on appelle entrepreneur, régulateur, alloueur de ressources et négociateur. Il y a dans les rôles informationnels, donc qui consiste à informer l'équipe, où on a un observateur actif, un diffuseur et un porte-parole. Il y a aussi les jobs interpersonnels, où là, le manager va représenter son équipe. Son rôle, ce sera d'être un symbole, être un agent de liaison ou un leader. Tous les managers sont donc par définition des leaders. Ça fait partie de leur fonction et de leurs caractéristiques. Est-ce que tous les leaders sont des managers du coup ? En fait, il faut faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'autorité formelle et l'autorité informelle. L'autorité formelle, c'est le superviseur qui a une autorité sur nous. Donc, ils sont plus susceptibles d'être leaders. L'autorité informelle, c'est plus ce qui concerne les équipes. En fait, dans des collaborations, des travaux d'équipe, des travaux de groupe par exemple, certaines personnes ont une autorité informelle. On n'a pas décidé forcément, mais ça s'est fait de façon naturelle ou par nécessité. Dans le sens, il fallait quelqu'un pour guider le groupe dans ce travail. Ça confère plus à la personne le rôle de leader, ce qui fait qu'elle a une influence sociale sur le groupe. Donc tous les leaders en fait sont pas forcément des managers. Dans ce qu'on appelle aussi le concept de pouvoir, on voit qu'il n'y a pas que les managers et les superviseurs qui peuvent avoir de l'influence sur l'organisation. Selon French et Raven, il y a 5 sources bases de pouvoir social au sein des organisations. En fait, la capacité des individus à influencer une autre personne, elle dépend de la mesure dans laquelle ils possèdent un ou plusieurs de ces types de pouvoirs. On a le pouvoir légitime, certaines personnes ont le droit de mener les autres, le pouvoir de récompenser, certaines personnes ont la capacité d'octroyer des récompenses aux autres, et ces récompenses généralement elles sont valorisées, ou alors ils peuvent encore aider les autres à obtenir des récompenses qu'ils désirent. Il y a le pouvoir coercitif, je sais pas si je le dis correctement ce mot, il y a certaines personnes qui ont le droit d'octroyer des punitions à ceux qui ne se conforment pas aux tentatives d'influence. Il y a le pouvoir d'expert, certaines personnes sont perçus comme ayant des compétences ou une connaissance nécessaire pour que l'organisation atteigne ses objectifs. Il y a le pouvoir de référence. En fait, certaines personnes sont considérées comme attractives. En fait, on désire être comme elles. Ce pouvoir-là, il est basé en fait sur les relations interpersonnelles. Cependant, au niveau du leadership, en fait, il existe quand même 3 théories. La première théorie, elle est basée sur les traits. C'est la capacité à être un leader, et cette capacité, elle proviendrait de certains traits, de certaines caractéristiques que les leaders partagent entre eux, et qui manquent donc aux non-leaders. Ce qui fait qu'à la naissance, certains seraient des leaders et d'autres non, et qu'on ne pourrait pas le devenir si on part de cette théorie. Il y a 3 catégories de caractéristiques personnelles qui ont été étudiées. On retrouve les caractéristiques physiques, les caractéristiques liées aux capacités et les caractéristiques de personnalité. En fait, lorsqu'on a toutes ces caractéristiques, on est considéré par les autres comme un leader né. Cette théorie, elle a quand même beaucoup de limites, dans la mesure où en fait elle prend pas en compte l'environnement de travail. Peu importe où la personne elle se situera, elle sera un leader quoi qu'il arrive. La deuxième théorie, c'est celle qui est basée sur le comportement. Elle part du principe que l'efficacité des leaders, elle dépend de leur style de leadership. L'influence, elle peut être positive comme négative, en fonction du style de leadership et des comportements qui sont du coup adoptés par le leader. Le leadership est du coup un pattern comportemental qui peut être appris ou acquis selon la théorie basée sur les traits. Dans ces comportements, on peut par exemple voir la considération, donc là où un manager va s'occuper et se préoccuper du bien-être de ses employés, de ses subordonnés. Ce sont donc les comportements interpersonnels avec les autres. Il y a l'initiation de structure, la mesure dans laquelle le manager organise et structure le travail. Les managers vont aussi définir des rôles spécifiques pour eux et pour les employés. Il y a aussi des théories universelles sur le comportement que les leaders pouvaient adopter qui étaient plus ou moins efficaces. Les chercheurs Blake et Mouton
je sais pas si je le dis correctement, ont suggéré qu'en fait les leaders qui étaient efficaces en fait, sont ceux qui sont orientés vers les tâches et vers la personne. Par exemple, des comportements orientés vers les tâches, ce serait expliquer clairement aux employés la tâche à accomplir, établir des échéances, des normes ou des délais de production, informer les employés des échéances, superviser étroitement les employés et mesurer le rendement des employés. Et les tâches orientées vers la personne, ça consisterait en se montrer cordial, amical, tenir compte des besoins des employés avant de prendre une décision par exemple, établir des relations de confiance avec eux, du coup avec les employés, faire preuve d'une certaine flexibilité par rapport aux échéances et aux normes et s'intéresser au bien-être et à la satisfaction générale des personnes qui travaillent pour eux. On peut retrouver du coup 5 styles en fait de leadership. Le premier est ce qu'on appelle le club social. On se soucie du bien-être, de la relation amicale mais pas de la tâche. Il y a le laisser-faire, donc, qui peut représenter l'autonomie. Il n'y a pas de structure, en fait c'est chacun fait ce qu'il veut quand il veut. L'intermédiaire, où on va retrouver des compromis dans ce style de leadership, où ça consiste en moitié-moitié, c'est autant orienté vers la tâche que vers la personne, donc sur les relations interpersonnelles. Il y a le style autocratique, on ne va pas du tout se soucier du bien-être des employés, on est centré sur la tâche, et en fait ça va surtout causer une déshumanisation organisationnelle. Par contre, ce style de leadership va causer beaucoup de déshumanisation organisationnelle, et ça se fera via le leader qui représente du coup l'organisation. Le dernier style de leadership, c'est ce qu'on appelle intégrateur et démocratique. C'est le plus efficace et c'est parce qu'en fait il va considérer tout autant la tâche comme importante comme tout ce qui concerne les relations interpersonnelles, donc vers la personne. Les deux seront à des niveaux très élevés d'importance pour ce leader. Donc ça c'est toujours par rapport aux deux théories que je vous ai dit, donc théorie basée sur les traits et sur le comportement. Cependant, il y a quand même des limites en fait à ces deux théories-là. Il y a les caractéristiques de la tâche. Si un leader en fait ne sait pas de quoi il parle, il va pas savoir vraiment dire à son employé ce qu'il faut faire. Les caractéristiques des subordonnés, de manière dispositionnelle ou individuelle, est-ce que les employés eux-mêmes peuvent accomplir ce qui est demandé. Les facteurs environnementaux, donc tout ce qui peut concerner l'environnement de travail, et la culture organisationnelle, donc quelle est la culture de cette organisation. En fait, l'impact du leadership, il peut influencer sur tellement de variables différentes. La troisième théorie, c'est la théorie de contingence. Dans cette théorie, l'efficacité du leader est contingente à la situation, ce qui veut dire que ce qui est efficace dans une situation ne l'est pas forcément dans une autre. Il y a deux grands modèles qui sont développés. Le premier, c'est le modèle de Fiedler, où le leadership dans son modèle dépend de deux choses. La première, c'est la favorabilité situationnelle. C'est la mesure dans laquelle pour le leader, il est facile d'influencer les suiveurs. Il existe 3 déterminants pour ça: la relation entre le leader et les suiveurs, la structure de la tâche et le pouvoir de position. En fait, de bonnes relations, une bonne structure, ça permet de savoir où on doit agir et avec qui on doit agir. Donc en clair, où on travaille, avec qui on travaille, et d'avoir du coup d'avoir un certain niveau de pouvoir de position par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui est très favorable en fait à l'influence sociale. La deuxième chose abordée dans cette théorie, en fait, c'est le style de leadership. Dans cette théorie, le style de leadership dans cette théorie, il est mesuré par l'échelle du collaborateur le moins préféré. Le leader, en fait, il doit décrire la personne avec qui il a eu le plus difficile à travailler. C'est ce qu'on appelle une échelle ipsative. Si le score est élevé sur cette échelle, ça veut dire qu'il y a une préoccupation pour les relations interpersonnelles. Ou du coup, on se préoccupe du bien-être de ses collaborateurs. Si le score est faible, ça veut dire qu'on a une préoccupation plus élevée. Mais du coup, quel est le meilleur style de leadership? En fait, il dépend de la situation. Au niveau de l'orientation vers la tâche, la performance des collaborateurs est bonne lorsque la situation est favorable ou défavorable. Mais quand la situation est modérément favorable à être orientée vers la tâche, du coup, la performance des employés, elle sera très mauvaise. Mais quand le leadership est orienté vers les relations interpersonnelles, dans les conditions favorables et défavorables, les performances, elles seront très mauvaises. Mais quand la situation sera modérément favorable, la performance, elle sera bonne. Pour qu'il y ait une bonne performance, il vaut mieux avoir un style de leadership orienté vers les relations humaines. Un deuxième modèle qui est abordé dans les théories de contingence, c'est la théorie du leadership situationnel. Où là, c'est le leader qui doit s'adapter, qui doit adapter son style de leadership à l'équipe avec laquelle il travaille et à chaque membre personnellement. Il y a 4 types de comportements qui sont soit orientés vers la tâche ou non, soit orientés vers les relations humaines ou non. Il y a le comportement de diriger, où là on est haut en tâche et bas en relations humaines. Il y a le style haut, le comportement orienté coaché, où là on est haut des deux côtés, autant vers la tâche que vers les relations humaines. Il y a celui de épauler et soutenir, où là au niveau de la tâche on est très bas, mais au niveau des relations humaines on est haut. Et il y a le délégué, où
coup, dans les deux cas, là, on est très bas. Quand je dis très bas, très haut, ça veut dire que on accorde une importance à la tâche si on est haut, ou à la personne si on est haut. Et quand on est bas, c'est qu'on n'y accorde pas vraiment d'importance, on n'est pas orienté vers ça sur le moment même. Mais du coup, tout ça, en fait, la façon dont le leader va s'adapter, elle dépendra de ce qu'on appelle la maturité du collaborateur. Ou quand il y a une maturité faible, ça veut dire qu'il y a des compétences qui sont faibles, mais il y a un engagement très élevé. Quand il y a une maturité moyenne faible, le comportement, il est du coup moyen faible, et l'engagement est faible. Quand il y a une maturité moyenne élevée, le comportement est moyennement élevé, tandis que l'engagement, il est variable à ce niveau-là. Et quand il y a une maturité élevée, les compétences, elles sont élevées, et l'engagement, il est élevé. Un autre style de leadership qui est vu, c'est le leadership relationnel, qui est vu dans la théorie du lien didactique vertical, dans la théorie du lien dyadique vertical. Dans le leadership relationnel, on prend en compte le subordonné et non plus le leader et ses caractéristiques. On envisage en fait un leadership au niveau dyadique, c'est-à-dire que le lien diffère avec chaque membre. En fait, les subordonnés peuvent être divisés en deux groupes. L'endogroupe, les subordonnés qui sont perçus comme compétents par le leader, fiables, motivés à travailler dur, acceptant les responsabilités. Ce sont des personnes en fait qui sont fiables et en qui on peut avoir confiance. Le deuxième groupe, c'est le groupe des relations. Le leader donne la responsabilité des tâches importantes. Dans ce groupe-là, en fait, il facilite le travail du leader. En retour, le leader leur apporte compréhension, support et des relations personnalisées. La conséquence de ce style de leadership, c'est que ça augmente l'implication, les actions morales et la performance au travail. Au niveau du second groupe, qu'on appelle l'exogroupe, donc l'outgroup, c'est les employés qui n'ont pas les traits selon le leader. C'est les employés qui n'ont pas ces traits, selon le leader. En fait, le leader leur donne des tâches qui demandent beaucoup moins de responsabilités et moins de capacité, et il n'y a pas de bénéfice de relations personnelles avec le leader. En contrepartie, les conséquences de ce comportement avec les employés, c'est que l'implication, les actions morales et leurs performances en fait seront beaucoup plus faibles que par rapport à l'autre groupe. Du coup, de manière générale, en fait, les conséquences vont dépendre du groupe dans lequel on se situe. Cette théorie, en fait, elle permet pas de savoir quelles sont les différenciations faites du côté du leader. Une autre théorie qu'on peut voir, c'est la théorie du leadership. On va voir ce qu'on appelle un leader transactionnel. En fait, ce type de leadership se base sur le principe d'échange, de réciprocité. La relation entre un leader et son employé, elle va être composée d'échanges, de négociations implicites, de transactions qui sont basées sur l'influence, le pouvoir et la négociation. En fait, le leader va donner ce que les employés veulent et considèrent comme valorisant, et en échange, lui, il veut que les employés, du coup, soient compliants à ce qu'il demande. On peut distinguer deux dimensions dans le leadership transactionnel. La récompense contingente. Le leader, il va récompenser ses employés quand ils ont atteint un certain niveau de performance spécifique, et la récompense, elle est proportionnelle à l'effort qui a été fourni et au niveau de performance qui a été atteint. Par exemple, on a des questionnaires à faire remplir, on en a 5 en tout, on réussit à en remplir que 3 sur les 5, pas de récompense. La deuxième dimension, c'est le management d'exception. Tant que les objectifs de performance sont atteints, le leader évite de donner des directives et laisse les subordonnés faire le travail comme ils l'entendent. Vu que le boulot est fait, il a rien à dire en fait. L'autre type de leader qu'on voit dans cette théorie, c'est du coup le leader transformationnel. Ça se base sur une évolution du leader efficace. Le leader, c'est pas seulement celui qui contrôle et mesure la performance, ni celui qui optimise le processus de travail. En fait, ce type de leader, il va impliquer et mobiliser les collaborateurs afin d'atteindre les objectifs. Il va du coup transformer l'environnement de travail. Pourquoi il y a ce type de leader ? C'est parce que ce type de leader va considérer que le pouvoir traditionnel du leader est devenu obsolète, que le management autoritaire en fait est très peu efficace, que bien faire son travail, c'est plus suffisant. On peut bien faire son travail, mais de ne pas être impliqué dans l'organisation. Ce type de leader va du coup demander à ses collaborateurs de transcender leurs intérêts personnels au profit du groupe. On fait passer le collectif avant tout. On part du principe qu'il y a une performance de groupe et pas individuelle. Il va leur demander l'importance de leurs besoins à long terme et il va demander à ses collaborateurs de devenir conscients de ce qui est réellement important. Le leader va du coup élever et élargir les intérêts de ses collaborateurs. Il y a 4 dimensions dans ce leadership transformationnel. La première dimension, c'est le charisme. Vu que le leader est charismatique, il va fournir une vision et un sens de la mission. Il va instaurer de la fierté, gagner le respect et la confiance, ainsi qu'augmenter l'optimisme. La deuxième dimension, c'est l'inspiration. Le leader va agir comme un modèle. Il utilise la communication d'une vision et de symboles. La troisième dimension, c'est la considération individuelle. Le subordonné atteint son plein potentiel et va du coup considérer l'individu au sein du groupe. L'individu agit comme une seule et unique personne, mais
au sein du groupe de travail. La quatrième dimension, c'est la stimulation intellectuelle. Le leader va fournir de nouvelles idées qui vont se présenter sous forme de défis en remettant en question les anciennes façons de faire. En clair, au niveau du leader transformationnel, il prend en compte l'individu à part entière, mais au sein de ce groupe. Il y a une performance toujours qui est individuelle et une performance de groupe. Et cette performance individuelle, elle se trouve dans le groupe du coup. La dernière théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la théorie basée sur les valeurs. Quelle place accorder aux valeurs dans le leadership? C'est ce qu'on appelle le leadership authentique. C'est être conscient et agir en cohérence avec ses propres valeurs, croyances et forces. On ne l'applique pas mot à mot, mais on est perçu comme tel. Il y a 4 dimensions à ce style de leadership. La conscience de soi. Le leader est conscient de ses forces, de ses limitations, comment les collaborateurs le perçoivent-ils et quel est l'impact de cette conscience de soi. La deuxième dimension, c'est la transparence relationnelle. Est-ce que le leader encourage une relation ouverte? Les collaborateurs peuvent-ils faire part de leurs opinions ou encore de leurs idées? La troisième dimension, c'est la perspective morale internalisée. Est-ce que le leader fixe des normes qui sont élevées en matière de conduite éthique ou morale? La quatrième dimension, c'est le traitement équilibré. Est-ce que le leader demande le point de vue de ses collaborateurs avant de prendre une décision importante? Ce style de leadership, c'est surtout pour favoriser la satisfaction des collaborateurs et favoriser la performance. Et pour finir, en fait, ce style de leadership, il favorise tout ce qui concerne les innovations, l'autodiscipline, l'autonomie, et voilà. Moi, c'est fini pour cette vidéo-ci, pour ce chapitre-ci. Moi, c'est tout ce que je dois avoir, donc on a fait le tour de tout ce que moi, je dois apprendre pour cet examen concernant la psychologie des organisations. Bien sûr, il y a encore plein de choses en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient être détaillées encore de manière plus longue. Moi, je vous ai fait surtout des vidéos de vulgarisation pour moi étudier. Là, je pense le mot de... Le mot de la fin, ça peut être que la psychologie des organisations, elle concerne la satisfaction des employés, comment être un bon gérant, comment augmenter la satisfaction des employés, faire en sorte qu'ils ne quittent pas notre entreprise, et donc le bien-être au travail aussi. Enfin, voilà, vous pouvez faire votre propre conclusion, moi j'en ai pas vraiment. Mais du coup, c'est fini pour cette vidéo aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre thème général abordé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!